Nous allons parler de l'adaptation du logement, notamment aux seniors, avec notre invité qui connaît bien le sujet, qui est Thibaut Chavrier, qui est le cofondateur de Mobilog. Vous l'aurez deviné avec son logo derrière lui. Bonjour Thibaut. Bonjour Frédéric. Mobilog, quel est le métier de Mobilog? Alors, Mobilog, notre métier, comme tu as pu le citer, effectivement, c'est de pouvoir accompagner les personnes en tant interlocuteur unique, pardon, dans l'adaptation globale de leur logement. Pour répondre à des sujets divers et variés, notamment liés à la perte de mobilité, qui peut être due à l'âge, au handicap, avec des notions de confort, une vision aussi esthétique du sujet. Notre volonté, c'est vraiment d'être cet interlocuteur unique de la phase d'étude du besoin, diagnostic, chiffrage, réalisation des travaux et jusqu'à la réception, mais en intégrant dans ce projet-là vraiment une notion esthétique. L'idée, pas d'amener l'hôpital à la maison, et qu'ils aient un interlocuteur unique tout le long du projet et pas à gérer 15 artisans, 15 devis, un architecte, un maître d'œuvre, etc. Donc de vraiment pouvoir être leur interlocuteur global sur tout le projet et quelle que soit l'ampleur du projet, c'est ce qui est aussi important, c'est qu'on ne va pas s'arrêter à une pièce de la maison ou à un produit comme la salle de bain typiquement, notamment pour les personnes âgées, c'est vraiment la vision qu'on a de ça. L'idée, c'est de se dire qu'on est capable d'accompagner plus loin parce que s'il y a des sujets dans la salle de bain, il y en a probablement ailleurs, et de pouvoir aller au-delà de cette pièce-là et sur tous les sujets du logement, jusqu'au même aux extérieurs du logement dans certains cas. Alors justement, tu peux donner un exemple d'une adaptation que vous avez fait, d'un aménagement que vous avez fait qui soit vraiment très global en fait. Si en fait on imagine la salle de bain, on imagine peut-être un peu les toilettes, un peu la cuisine, mais global, ça veut dire quoi? Vous allez jusqu'où? Bah, global, en fait, on va toucher à toutes les pièces de la maison. Ça peut être effectivement la cuisine, ça peut être les voies de circulation, repenser en fait la rénovation dans son ensemble, dans une envie aussi de rajeunir et de moderniser son logement, de le valoriser et de le rendre plus fluide, plus accessible dans l'usage, dans la circulation, qu'elle soit verticale, horizontale. Ça peut être aussi dans le confort. C'est-à-dire qu'on va toucher aussi à la partie rénovation énergétique dans certains cas, parce qu'effectivement, adapter une passoire thermique, ça n'a pas bien de sens. Donc on peut aussi toucher aux menuiseries extérieures, les rendre déjà plus accessibles, sans seuil, mais aussi mieux isolées. Dans certains cas, même toucher les extérieurs, ça peut être les terrasses. Mettre la terrasse à niveau, la rendre antidérapante, une allée jusqu'à un parking par exemple, motoriser certaines choses comme les volets roulants, voire même le portail par exemple. On a tout un tas de sujets. Ça peut être toucher un dressing, toucher l'agencement pour le rendre plus accessible, notamment les rangements en hauteur pour des personnes qui ont du mal à effectivement attraper les objets en hauteur pour lever les bras, qu'ils soient en fauteuil ou non d'ailleurs, hein, on peut être, voilà, et optimiser les espaces. Donc en fait, c'est très global. Ça peut être aussi les voies de circulation et les portes. Donc, quand j'entends voie de circulation, effectivement, on a les couloirs, mais on a aussi les portes, portes coulissantes, augmenter les largeurs des portes si nécessaire, l'éclairage, la domotique. Donc, tout ça est très vaste et ça, c'est selon les besoins, effectivement, et les envies aussi de la personne qu'on va pouvoir adapter l'offre. Alors, comme d'habitude, plein de questions. C'est possible de faire ces aménagements globaux sans dévaloriser la maison, le patrimoine, et éviter que ce soit un truc de vieux au final qu'on n'arrivera pas à revendre plus tard. C'est possible de faire ça? Bah, c'est justement notre mission première, hein, c'est tout l'enjeu de Mobilog, c'est déjà de déstigmatiser le sujet autour de l'adaptation du logement. Parce qu'on a effectivement cette vision souvent un peu négative de je vieillis, je suis malade, donc si je dois faire des choses, ça va forcément être moche. Je vais forcément amener l'hôpital à la maison. Pareil pour des personnes en situation de handicap, quel que soit leur âge. Et on se rend compte que, je prends l'exemple du handicap, parce que le handicap, bah, il n'y a pas forcément d'âge, justement, et que quand on a 30 ans, 25 ans, qu'on a un logement, on n'a pas envie que ça ressemble à l'hôpital parce que, voilà, au-delà d'une personne âgée, on va se projeter encore potentiellement plus loin. Pour nous, on a une vraie volonté à intégrer dans chacun de nos aménagements la variante design et esthétique. Et au contraire, de valoriser le logement, profiter de cette étape de rénovation et d'adaptation pour anticiper aussi la valorisation. Je parlais notamment de l'isolation du logement. Quand on isole un logement, on le valorise. Quand on rénove une cuisine,
ou une salle de bain, eh ben, effectivement, on va faire quelque chose de moderne, effectivement d'adapté à la personne, mais de moderne, en masquant un maximum de choses qui pourraient être liées à l'accessibilité ou être un peu stigmatisants, et qui vont valoriser le bien, même si demain le bien doit être revendu à terme selon les objectifs de vie de chacun. Donc, non, non, au contraire, l'idée est de rester dans une optique de valorisation du bien, et donc que notre travail reste un investissement pour les gens, et pas une charge. Euh, En moyenne, les personnes commencent par quel bout, en fait, de la question d'un logement? Euh, bah, tout va dépendre déjà de l'ampleur de la perte de mobilité et du handicap à ce moment-là. Quand on est sur des personnes âgées, notamment avec une perte de mobilité qui vient de manière évolutive, et quand on est plutôt dans une optique de prévention, souvent les sujets vont être premier la salle de bain. Très clairement, c'est la porte d'entrée chez les gens. Ça peut être je vais prendre le cas basique, transformer une baignoire en une douche adaptée le plus bas possible, potentiellement une douche italienne de plein pied. Et effectivement, la porte d'entrée va être là. Et après, le projet va pouvoir se développer sur d'autres pièces de la maison. Tu en as cité tout à l'heure, les WC par exemple. Et dans certains cas, on peut avoir même des créations. Quand je parle de ça, c'est que des fois, on va avoir des enjeux bah, en fait, aujourd'hui, j'ai une maison, l'ensemble de mes pièces, toilettes, WC, tout ça est à l'étage. Euh, j'ai beaucoup de mal à accéder à l'étage. Le monte-escalier, c'est pas forcément possible ou je n'en veux pas. Euh, j'ai envie de me garder ma maison, mais du coup, bah, on va potentiellement adapter le garage, c'est-à-dire transformer le garage en un studio complètement adapté qui permet de continuer à utiliser sa maison et le rez-de-chaussée notamment. L'étage peut continuer à être utilisé par d'autres membres de la famille, par exemple, voilà. Mais d'avoir en fait un studio adapté en plus au rez-de-chaussée. Donc c'est des choses qu'on peut des fois faire selon les besoins, encore une fois. Mais la porte d'entrée reste quand même les enjeux premiers, en tout cas de maintien à domicile et d'adaptation de logement vont toucher la salle de bain. Dans 70% des cas, des demandes entrantes, ça va être ça. Et après, des sujets aussi autour de la cuisine. On voit dans les études, il y a plus de 85% au moins 90% des personnes qui veulent rester à domicile. Mm. Euh, mais qu'est-ce qui fait le déclencheur, en fait? Qu'est-ce qui décide les seniors ou les autres d'aller, ou d'autres personnes d'aller contacter Mobilog, pardon. Euh, Bah, en fait, effectivement, tout le monde veut rester chez soi le plus longtemps possible. On l'a bien vu avec le Covid. Ça a été un phénomène assez fort parce qu'on s'est rendu compte que rester chez soi, bah, c'était important et que notre logement n'était pas toujours adapté pour nous accueillir H24. Enfin, que c'était des fois, il y a des choses où on s'est rendu compte qu'il y avait moyen de faire mieux. Le déclencheur, il va être potentiellement, alors tout dépend le profil de la personne, mais ça va être la personne elle-même qui est dans une démarche de j'ai besoin de faire des travaux, je sens que je commence à avoir des contraintes et je suis conscient que, quitte à faire des travaux, autant anticiper les prochaines années, les 10, 20 prochaines années, et faire quelque chose qui m'évite de rentrer dans un cercle vicieux que j'ai pu connaître avec un proche dont j'ai été l'aidant, par exemple, un parent qui était vieillissant et qui a fait les choses trop tard, qui a eu des gros problèmes, qui a fini en EHPAD très tôt, ou qui s'est retrouvé dans des situations de santé compliquées. Donc ces gens-là vont avoir une démarche un peu préventive. Et après, sinon, pour les personnes qui n'ont pas forcément cette démarche, on va être plus dans une démarche curative où l'élément déclencheur va être potentiellement une fuite à domicile ou les premiers vrais déboires, les vraies contraintes dans des gestes du quotidien qui vont engendrer des problématiques de santé, des hospitalisations potentiellement. Et là, effectivement, les gens commencent à se dire, bon, on est forcé contraint de faire quelque chose pour pouvoir rester chez nous. Et dans ces cas-là, ça peut être soit la personne, mais souvent en parallèle, c'est les aidants qui vont aussi amener à enclencher quelque chose. Donc les aidants, ça peut être les aidants familiaux, ça peut être les enfants, ça peut être le conjoint ou la conjointe dans certains cas, qui lui peut être des fois en meilleure forme aussi. Donc les enfants, parfois les petits-enfants, on a aussi dans certains cas, ou les personnes de santé qui accompagnent ces gens-là. Si on prend l'exemple des enfants, étant donné qu'en fait, vous allez bien plus loin que certains acteurs, enfin, bien plus loin que la douche, et ça peut être un aménagement global, j'imagine qu'en fait, les enfants auront leur rôle à dire. Enfin, normalement, enfin, d'après mes valeurs, ils ne devraient pas forcément avoir leur mot à dire, mais j'imagine qu'il y a quand même la prise en compte de la vie des familles.
Oui, alors ils ont leur mot à dire et ils ne se gênent pas pour le dire. Mm. Souvent, c'est même pour nous un véritable enjeu dans la relation qu'on va avoir avec les personnes, leurs familles, d'un point de vue commercial. Si je parle de notre action commerciale à nous, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier ces personnes-là parce que les mettre de côté, c'est se tirer une balle dans le pied aussi. Parce que même si effectivement les gens sont autonomes et pas sous tutelle et qu'ils peuvent prendre leurs décisions par eux-mêmes, si on commence à mettre de côté les enfants qui veulent s'impliquer dans la décision et dans le projet, des fois par souci de bien faire aussi, dans le fait de vouloir, j'ai pas envie que mes parents se fassent avoir, j'ai envie de pouvoir les accompagner dans ce projet, les conseiller, être sûr qu'ils fassent pas n'importe quoi, entre guillemets. Il y en a qui vont être très envahissants, trop. Pour certaines personnes, ça va être bienveillant, c'est-à-dire qu'ils vont pousser les gens à faire des choses. Pour d'autres, ça va être un peu moins sain malheureusement, parce que vous avez des familles qui restent très proches de ça pour voir ce que font les gens, aussi parce qu'ils se disent qu'est-ce qu'ils font de leur argent. Et si, voilà, enfin, très honnêtement, moi je l'ai vu sur le terrain, c'est parfois des gens qui vont se dire qu'ils sont en train de dilapider l'héritage, quoi, dans des conneries C'est d'aménagement, ça, c'est alors ça, que peut-être dans quelques années, ils seront plus là. bien sûr. Et moi je l'ai même entendu. Donc c'est même pas une image que je me fais, c'est que je l'ai entendu de certaines personnes quand les parents étaient plus là. Ce qui est quand même assez triste, mais qui est une réalité. Donc, ces personnes-là vont des fois être bloquantes, vont tout regarder, vont, sous couvert d'une négociation commerciale, en fait, essayer de limiter au maximum les agencements, les aménagements. Et à l'inverse, vous avez l'opposé de ça. Des enfants qui sont très moteurs dans le sujet, qui veulent justement, en fait, c'est l'inverse, c'est les parents qui ne veulent rien faire, et c'est les enfants qui disent, non mais écoute, Oui. maintenant tu Autre te tais. problématique. Voilà. C'est ça. Aider la famille à convaincre les parents. C'est ça. Mm. Et pour quand la famille est avec nous, on va dire que c'est l'option la meilleure parce que la personne âgée, le parent qui est concerné, va pas forcément être moteur parce que lui se considère potentiellement déjà sur la fin. Et attends, je vais pas commencer à faire des frais inutiles dans la maison. Vous pourrez la récupérer plus tard, ça sert à rien. Voilà, je préfère que vous gardiez cet argent pour vous voilà, justement, c'est eux qui vont vouloir préserver leur héritage pour leurs enfants. Et à l'inverse, les enfants qui vont pousser en disant, non, mais écoute, nous, on s'en fout, fais quelque chose parce que sinon, de toute façon, tu vas finir en EHPAD. Et au final, ça va coûter plus cher parce qu'il ne faut pas se leurrer. Aujourd'hui, dans les études que l'on voit, l'aménagement du logement, aujourd'hui, permet en moyenne à une personne âgée de rester 5 ans de plus chez elle. Si sur ces 5 années, vous le rapportez au coût d'une maison de retraite, qui est en moyenne à 2 500 euros, hein, et pourtant c'est la moyenne, mais on sait que ça peut aller beaucoup, beaucoup plus haut, ça permet à une personne sur 5 ans d'économiser 140 000 euros en faisant son aménagement. Je parle juste même d'un aménagement de salle de bain, sans investir des milliers et des cents sur un panier moyen à 10 000 euros. Donc en fait, l'investissement, il est conséquent à ce niveau-là, déjà pour les familles qui veulent des fois faire des économies de bout de chandelle en faisant pas assez, ou des fois même en attendant des aides financières. Et ces aides financières-là, elles ont des délais très longs. Et malheureusement, on a vu aussi beaucoup de personnes qui attendaient, 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 et qui, à trop attendre, se sont retrouvées à être hospitalisées, institutionnalisées, ou même décès de la personne malheureusement. Ça nous est arrivé à plusieurs reprises. Donc, c'est un peu le problème de ce cercle-là, qui peut être vertueux, mais aussi vicieux dans certains cas. Alors, vu votre approche, qui est quand même l'aménagement global, on va dire inclusif, non forcément stigmatisant, est-ce que vous notez quand même les seniors qui vont prendre leur décision d'aménager ou telle manière d'aménager parce qu'il y a le regard des autres, des familles ou des amis? Oui, alors ça, c'est un enjeu aussi que nous, on a pris à bras-le-corps dès le début dans notre communication aussi de marque. On a voulu que Mobilog soit pas une marque justement stigmatisante parce qu'on sait que la population senior, qui n'est pas notre seule cible déjà, donc déjà par ce fait-là, on a voulu une marque plus globale qui puisse concerner un maximum de monde et parler d'aménagement pour tous, de conception universelle et pas juste d'aménagement senior, parce que l'aménagement senior en soi, ça veut rien dire. Et que la plupart des seniors, et tu en parleras mieux que moi sur la psychologie du senior, mais on sait que plus on avance en âge, plus son âge perçu est bas.
Je crois que c'est à peu près 15 ans, si je dis pas de bêtises, de moins que l'âge qu'on a réellement. Donc en réalité, un senior ne se sent jamais senior. Et pour la petite anecdote, moi j'ai croisé à plusieurs reprises, même dans des salons, des personnes âgées et qui étaient en déambulateur, 90 ans et passés, et qui venaient me voir et qui passaient et qui me disaient, je ferai appel à vous quand je serai vieux. Ouais. Euh, et du coup, bon, j'ai dit, il va pas falloir traîner non plus. Euh, mais parce qu'à un moment donné, effectivement, les sujets de mobilité, et il y a des personnes de 90 ans en pleine forme et qui n'ont besoin de rien, hein, je suis pas en train de... Et Ah, du bien coup, c'est sûr, pour ça que c'est pas un lien lié à l'âge, en fait. bien sûr. Ouais. Donc, l'enjeu aujourd'hui, effectivement, est de sortir de la case de je suis senior. Donc, aussi de faire en sorte que les gens soient fiers de faire ces aménagements-là, que ce soit dans la logique des choses comme un primo-accédant qui achète son appartement, qui fait les travaux de rénovation et qui en est fier, bah voilà, je passe, je suis à la retraite, j'avance en âge, donc j'en profite pour faire des travaux, je me fais plaisir, je fais quelque chose de sympa qui va correspondre à mes goûts et dont je vais pouvoir être fier, parler à mes amis. Être encore suffisamment à l'aise pour accueillir ma famille, mes proches, mes amis chez moi et qui se disent pas oh là là, ça ressemble à l'hôpital chez toi ou que ça donne pas envie, et qu'au contraire, c'est de dire, où tu as fait ta salle de bain, ça m'intéresse, il faut que je fasse C'est pareil. ça. C'est ça. Et Mais et- entre deux solutions, une solution qui est plus stigmatisante et plus adaptée, que la personne comprenne qu'elle est plus adaptée, et une solution qui est moins stigmatisante, mais qu'elle comprenne également que c'est moins adapté. J'imagine qu'il y a tous les cas de figure, mais Bah parce qu'en fait, c'est justement le problème de l'image qu'on peut avoir de l'aménagement, c'est de se dire que pour que ce soit adapté, il faut que ce soit moche. Alors qu'en fait, la réalité, on peut avoir quelque chose de très adapté, parce que l'adaptation, il faut pas le mélanger avec l'accessibilité. C'est-à-dire que quelque chose d'accessible, c'est qu'on répond à une norme de manière bête et méchante, et la norme de manière bête et méchante ne va pas répondre à tout le monde. Vous parlez de la norme PMR à une personne en fauteuil, beaucoup vont vous rironner en disant, oui, ils sont bien gentils avec leur norme, mais moi, elle ne me correspond pas. Vous mettez la norme PMR pour une personne âgée, il n'y a rien qui va. Donc, très clairement, il faut bien prendre en compte que l'adaptation, c'est l'adapter à la personne qui vit dans le logement. Et dans le mot adaptation, il n'y a pas que la partie accessibilité, il y a la partie aussi esthétique. J'adapte au goût, j'adapte aux besoins de la personne, j'adapte à son activité, à son environnement, à sa famille, à ses proches, s'il ne vit pas tout seul. Enfin voilà, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Donc effectivement, le fait que ce soit que la solution soit pas stigmatisante et que les gens se retrouvent vraiment dans une solution qui leur ressemble en fait. est-ce que vous prenez en compte donc, la vision globale, en fait, donc la famille, bien sûr la personne concernée, la famille, mais aussi le fait que l'aménagement soit pratique, par exemple, pour les auxiliaires de vie ou les professionnels médicaux qui peuvent intervenir Ouais, au c'est départ. une très bonne question. C'est une très bonne question. Et justement, ça fait partie de toute la réflexion qu'on a en amont. Quand on fait un peu la découverte du besoin de la personne qui nous appelle pour dire bah, j'ai des besoins d'aménagement, souvent on va au final presque bien au-delà de ce qu'ils nous demandent parce qu'on se rend compte qu'ils ont eu un début de réflexion, mais qu'ils ne savent pas forcément quoi faire, ce qui peut être fait aussi. Ils ne savent pas ce qui existe. Et au-delà de ça, on va des fois même échanger avec les aidants, les auxiliaires, etc., sociétés de service à la personne qui vont intervenir chez ces gens-là pour aussi connaître, eux, les contraintes qu'ils ont. Je sais que certaines sociétés de service à la personne font aussi, eux, des diagnostics du logement avant d'intervenir, avant de délivrer des prestations, pour voir si le logement est potentiellement suffisamment adapté et praticable pour l'auxiliaire, parce que les auxiliaires de vie, c'est un métier très dur. C'est un des métiers où il y a le plus gros, je crois, taux d'arrêt de travail aujourd'hui. Et puis en plus de ça, il y a un vrai manque d'auxiliaires de vie. Il va y en avoir de moins en moins dans les années à venir. Donc c'est un vrai sujet pour les sociétés de service à la personne. Et donc l'enjeu d'adapter le logement je dirais même un triple intérêt pour ces sociétés-là. Déjà, c'est de pouvoir conserver les clients qu'ils accompagnent le plus longtemps possible chez eux, parce que dès qu'ils sont plus chez eux, s'ils sont en EHPAD, bah, ce ne sont plus leurs clients, leurs bénéficiaires. Donc du coup, c'est un enjeu commercial pour eux aussi quand même. Il y a un enjeu humain. C'est-à-dire que bah, on apporte une solution à la personne qui vit dans le confort, on apporte une solution à nos auxiliaires qui travaillent dans de meilleures conditions. Donc ça,
C'est aussi un avantage considérable parce que ça leur permet de fidéliser leurs auxiliaires de vie et de s'assurer que voilà, elles travaillent le plus longtemps possible dans les meilleures conditions, qu'ils aient le moins d'arrêts possible aussi. Donc ça c'est un véritable enjeu pour les gérants de sociétés de services à la personne. Et donc, le troisième intérêt, c'est aussi de s'assurer que on réponde aux besoins de la personne, en fait, hein, très clairement. Ça veut Donc, dire que ça veut dire que lorsque vous étudiez un projet, par exemple, bon, j'imagine la salle de bain ou autre, vous allez imaginer comment se passe la toilette, par exemple, pour pouvoir aménager au mieux dans le lieu. Vous n'allez pas juste vous contenter de caler un truc, mais vous allez imaginer. ouais, bah, en Ouais. fait, c'est tout simplement déjà, nous, de poser des questions, c'est-à-dire déjà de savoir si la personne est aidée. Parce qu'adapter le logement, c'est est-ce que vous êtes aidé à la toilette? Déjà, rien que ça va nous donner un indicateur. Nous, on va savoir après comment on va essayer d'adapter au mieux, parce qu'on a déjà des solutions et des façons de faire et des produits adaptés aussi, quand on sait qu'il y a une auxiliaire qui va intervenir et aider pour lui faciliter la tâche dans la mesure du possible et de ce qui est faisable, et aussi dans la mesure du budget du client. C'est toujours pareil, c'est il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Mais effectivement, on va déjà poser la question parce que toutes les personnes âgées qui font des adaptations ne sont pas forcément aidées à la toilette. Ils sont aidés au ménage, on leur porte des repas, mais Bien c'est sûr, bien. oui, je vous donne juste un Voilà. exemple, bien sûr, bien sûr. Ouais. Donc, du coup, effectivement, quand ils sont aidés et qu'on le sait, nous, on sait quoi mettre en œuvre potentiellement pour prendre en compte ce sujet-là. Alors, comment la communication se passe? Parce qu'en fait, vous ne voulez pas être stigmant pour les seniors, une vision plus inclusive, et puis vous n'avez pas que les seniors comme clients. C'est ça. Comment ça se passe? Alors, effectivement, quand je dis qu'on n'a pas que les seniors comme clients, aujourd'hui, nous, les seniors, ça va représenter euh, 40% de ce qu'on fait. On va avoir à peu près un équivalent derrière en personnes en situation de handicap, donc que je ne mettrai pas dans la case senior, en tout cas qui n'ont pas un certain âge. Si on peut se permettre de catégoriser les gens comme ça, même si nous, on n'aime pas bien ça, justement. Et après, on va également avoir même des personnes valides qui font appel à nous. Justement parce qu'on déstigmatise le sujet et que par bouche à oreille, ça nous arrive régulièrement de faire des travaux chez des personnes qui sont les aidants, les proches et les amis des personnes chez qui on est intervenu. Parce qu'ils ont vu les aménagements, qu'ils se sont dit, putain, mais c'est sympa. Moi, j'ai en Oui, plus un c'est projet de pratique, travaux. c'est Alors là, on Voilà. est là, c'est plus l'axe confort avec la possibilité d'y vivre le plus longtemps possible, j'imagine. Exactement. Et puis l'axe confort aussi de projet, c'est-à-dire les gens, ce qu'ils vont rechercher, c'est tu as trouvé une société qui fait les travaux où tout se passe bien, tu as Ah un oui, oh, interlocuteur, bordel. Oui. donc il y a tout ça aussi qui rentre en Je ne jeu prendrai dans pas le risque de tomber sur quelqu'un d'autre que je ne connais pas et je ne suis pas sûr qu'il fasse Exactement. le travail. D'accord, oui, oui. Exactement. Et puis après, l'autre cible que nous aussi, on se développe de plus en plus chez nous, c'est les professionnels. Et les professionnels, pour le coup, c'est très large. On va travailler aussi bien avec des résidences seniors que le commerçant du coin qui veut rendre accessible son commerce, qu'un hôtel. Et du coup, les sujets sont divers et variés parce que certains, j'ai encore récemment même été contacté par un promoteur qui font des résidences seniors dans les centres-villes pour justement accueillir des personnes âgées qui vivaient potentiellement en périphérie, dans des maisons, en ville, et qui veulent pouvoir se recentrer près des commerces, dans un appartement adapté, avec tout le confort, et puis des solutions adaptées aussi à ça. Donc, il y a de plus en plus d'enjeux avec les professionnels, ce qu'on appelle les ERP, les établissements recevant du public, parce qu'il faut savoir que la population senior est aujourd'hui celle qui a le plus gros pouvoir d'achat en France. C'est une partie de la population qui est énorme, hein. On parle de plus de 20% de la population qui consomme. Donc on ne peut pas l'omettre quand on a un établissement, en fait. C'est pas possible. Et ça, c'est quelque chose qui est en train de vraiment rentrer dans les besoins des professionnels. Donc on développe ça aussi également. Donc pour ça, la marque doit effectivement être assez polyvalente et pouvoir s'adresser à tout le monde sans être stigmatisante, mais en comprenant bien qu'il y a une expertise derrière. Ça veut dire qu'en fait, tu communiques plus sur le bénéfice plutôt que à qui c'est destiné, j'imagine. Exactement. En fait, nous, ce qu'on veut, c'est que Mobiloc demain devienne un peu le nom commun de l'adaptation du logement, comme un service qui était initié à la base pour des personnes en situation de handicap ou dans des situations compliquées. Aujourd'hui, il y a beaucoup de technologies qu'on utilise au quotidien, qui étaient initialement prévues pour des personnes
handicapés, des personnes âgées. Je prends l'exemple des télécommandes, de l'ascenseur, toutes ces choses-là étaient aujourd'hui, c'est commun pour monsieur tout le monde d'utiliser ça. Initialement, c'était fait pour des personnes à mobilité réduite. Donc, ce qu'on veut, c'est que demain, appeler Mobilog, en fait, soit même plus un sujet stigmatisant. C'est normal de faire appel à nous pour adapter le logement et de penser à adapter son logement avant même qu'on ait des sujets, en fait, et d'avoir des logements adaptés pour tous. Mobilog, vous développez sous forme de franchise. Ouais, Tu peux en exactement. parler. Combien de franchises? Est-ce que vous recherchez dans quelle ville vous cherchez encore des franchisés, etc. Alors nous, on est un jeune réseau de franchise. Il faut savoir que nous, l'entreprise, elle a 10 ans. Elle a été créée en 2015 à Lyon. On a notre succursale à Lyon historique. Et après, on a développé en franchise en 2020. Et aujourd'hui, on a 16 agences sur le territoire. On est répartis aujourd'hui un peu de partout. Euh, et on cherche à développer très clairement un peu de partout aussi. Donc on est loin de couvrir tout le territoire aujourd'hui. Et on est vraiment dans une stratégie de développement. Euh, un développement qu'on veut certes rapide, mais maîtrisé quand même avec des franchisés qui vont répondre aussi à nos valeurs, qui vont avoir, on va dire, les compétences requises pour ouvrir une agence aussi et la développer avec tous les enjeux qui vont avec. Donc, on préfère voilà, faire ce développement de manière maîtrisée et pas trop vite non plus. Le profil idéal, un franchisé, ouais, j'imagine qu'il y en a plusieurs, mais le profil idéal, c'est en fait si moi qui connais rien, l'aménagement BTP, j'y connais rien du tout, je peux venir taper à votre porte. Ouais, bah, on a, nous, aucun de nos franchisés qui a une expérience dans le bâtiment. Et c'est pas forcément ce qu'on recherche. Parce que, en fait, nous, on a une stratégie en tant que franchise d'apporter l'expertise métier. Euh, donc, l'idée est d'avoir plutôt des profils de franchisés qui sont dans une dynamique d'entrepreneurs et de développeurs, notamment commercial. Quand je dis commercial, c'est pas forcément d'aller taper aux portes des gens et de proposer des aménagements. On fonctionne pas comme ça. Nous, on le fait pas. On travaille principalement avec des prescripteurs et un réseau de prescripteurs local. Donc les franchisés, en fait, le gros de leur travail, surtout au départ, c'est de commencer à se faire connaître en local et d'aller à la rencontre des acteurs du médical, du maintien à domicile, de l'habitat en général pour faire connaître leurs services, leurs prestations, leur agence et de pouvoir se développer en local. C'est-à-dire que nous, on va amener une part de, de contact, j'ai envie de dire, mais ce n'est pas ce qui va permettre de développer l'agence, c'est vraiment l'action commerciale du franchisé. Donc il faut qu'il ait un profil commercial. Nous, on va amener des partenariats aussi. Par exemple, on a un partenariat national avec le Roi Merlin, qui aujourd'hui nous référence dans ses magasins comme référent justement sur les projets qui peuvent avoir des sujets d'adaptation senior ou handicap. On travaille également, on a des partenariats comme Saint-Gobain, etc. Donc nous, on est plateforme de référencement, on leur amène des fournisseurs, des produits, des partenaires, on leur amène une expertise, un process, des outils métiers de la formation, de l'accompagnement. Mais derrière, en fait, ce que j'aime souvent donner comme image, c'est que nous, on amène le vélo et qu'après, il va falloir pédaler. Dans le sens où on peut avoir le meilleur vélo du monde, si on pédale pas, en général, on tombe. Donc c'est pour ça que j'attends des franchisés, que ce soit des profils avec une dynamique commerciale, de l'énergie, de l'ambition pour leur agence et permettre la réussite. Bien entendu, être en phase aussi avec les valeurs de l'enseigne d'avoir une sensibilité autour de la silver economy, du handicap, et puis bien évidemment du bâtiment tout de même, même si c'est pas leur métier de base. Est-ce qu'il y a des villes dans lesquelles vous cherchez les candidats, vous voulez absolument vous développer? Alors, il n'y a pas de ville stratégique. Pour nous, toutes les zones sont à couvrir et ont un potentiel et où on a de la demande. L'Île-de-France, pour nous, est une région où aujourd'hui on est assez peu présent. On a une agence sur l'Île-de-France. L'idée est de pouvoir essayer de mailler un peu plus ce territoire-là, parce qu'il y a un véritable potentiel et puis il y a une demande importante. Après, voilà, il n'y a pas forcément, je dirais, de ville prioritaire pour nous. Du moment, en fait, on va plutôt privilégier le profil de la personne avec qui on s'engage, parce qu'il y a aussi une vraie notion de feeling et de partenariat avec le franchisé, et d'avoir quelqu'un qui va performer, qui va tenir la route, avec qui on va être en phase, que plutôt s'implanter dans une ville avec un profil moyen, quoi. C'est plus comme ça qu'on voit les choses dans notre développement. Une conclusion ou un point que tu voulais rajouter? Effectivement, de dire qu'aujourd'hui, nous, on constate que le marché, en tout cas des seniors,
l'adaptation du logement sur lequel on est depuis 10 ans maintenant, c'est un marché qui évolue constamment, qui est en pleine évolution. On le voit bien, hein, la population senior ne fait que croître. Il y a des enjeux forts au niveau de l'État, hein. D'ailleurs, même, c'est un enjeu sociétal, politique. C'est pour ça que d'ailleurs l'État met en place des systèmes d'aide, MaPrimeAdapt', etc. Parce qu'on veut essayer de maintenir les gens chez eux coûte que coûte, parce qu'on ne sait pas vraiment quoi en faire, qu'on doit réduire les coûts aussi. De la sécurité sociale, de l'hospitalisation de ces gens-là, limiter les chutes à domicile qui sont aujourd'hui qui représente un coût énorme pour pour la sécurité sociale. Et c'est pour ça aujourd'hui on a des vrais enjeux à maintenir les gens chez eux et que notre entreprise participe à répondre à cet enjeu-là. Que le marché va faire que grossir et que les demandes vont faire que croître et qu'il va falloir aussi s'adapter à la demande parce qu'on se rend compte que les générations évoluent, les demandes évoluent. C'est que les seniors d'il y a 10 ans sont plus les mêmes seniors aujourd'hui, n'ont plus les mêmes envies, n'ont plus la même manière de consommer, d'acheter. Donc il faut savoir se renouveler, diversifier l'offre. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui chez Mobilio, c'est de savoir innover aussi dans notre offre, dans notre approche pour se différencier et puis répondre aux vrais besoins de la population, quoi. Super, merci Thibaut Chavrier. Je rappelle que tu es cofondateur de Mobilog. Merci beaucoup. Merci Frédéric.